Échéance trimestrielle, donc fin d'une semaine noire, fin d'un nouveau mois boursier, fin d'un nouveau trimestre, fin d'un premier semestre 2022. Et les trois sorciers de Smart Bourse sont avec nous au terme de cette semaine. Philippe Béchat, bien sûr, le président des Éconoclasses, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis. Bonsoir, Grégoire. Romain Daubry avec nous également, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Bon, discussion très libre. Faisons déjà le bilan de l'échéance du jour, qui n'est pas une échéance spectaculaire. Moins 406,70 points par rapport à l'échéance du mois de mai. On compense donc à 5936,70 points, sous des niveaux d'alerte majeurs sur la plupart des grands indices mondiaux, et avec comme fait marquant en début de semaine un énorme gap ouvert sur tous les grands indices mondiaux qu'on n'est pas parvenu à combler manifestement et qui donc ouvre la voie à des consolidations plus marquées dans les semaines à venir. Alors dans les semaines à venir, parce que à court terme c'est très difficile à lire. On passe donc dans cette séquence pour la plupart des indices de bear market, même si c'est un terme qui est difficile de mettre des mots comme ça sur un pourcentage uniquement. C'est plus. Oui, le marché était déjà baissier à moins 19%, il l'est toujours à moins 21%. Voilà, c'est toujours délicat, mais en tout cas, ça donne un constat de baisse marquée et fort. Et ce qu'on peut noter déjà pour l'échéance à venir, c'est que malgré donc le pessimisme fort des investisseurs qui avait permis d'entamer un petit rebond d'une dizaine de pourcents, eh bien le pessimisme reste toujours bien présent. Les portefeuilles sont couverts, mais on va le voir avec beaucoup moins d'intérêt. En fait, c'est ça qui est marquant. Donc, le pessimisme reste présent, évidemment. Les investisseurs restent protégés. La pression baissière ne se dément pas vraiment, mais elle diminue peut-être un peu. Alors, on a une grosse baisse d'intérêt sur le futur CAC 40. On a 15% de contrats futurs en moins, à hier soir, que sur le mois précédent, et 20% que le mois d'avant, que l'échéance d'avant encore. Donc, peut-être un peu moins de pression baissière. On rappellera après peut-être les niveaux, mais la pression baissière, elle a été entamée à partir de 6007 notamment. On a commencé à baisser à partir de 7350 points le 3 janvier. Mais la pression baissière, la spéculation baissière, elle s'est mise en place un peu plus tard, plutôt début mi-avril. Et donc, c'est cette pression baissière qui ne s'est pas démentie. Alors, le ratio de couverture important a empêché le marché d'accélérer fortement à la baisse, mais le mouvement est quand même régulier, lent, mais il ne se dément pas. Sur les options, la baisse d'intérêt, elle est encore plus impressionnante parce qu'on a un ratio de couverture qui est très important si on regarde sur le mois de juillet. Même inutile de donner le ratio, il est au-delà de la norme. Il y a beaucoup plus d'options de vente que d'options d'achat. Mais c'est surtout l'absence d'intérêt qui est significative. Il y a environ 15 000 contrats d'options ouverts sur le CAC 40 pour l'échéance du mois de juillet. On entame d'habitude une échéance avec au moins 25 ou 30 000 contrats d'options. Sur une échéance moyenne, puisque ce n'est pas une échéance, c'est une échéance faible. L'échéance du mois de juillet, c'est pas une échéance majeure. C'est pas une échéance trimestrielle comme celle qu'on vient de vivre aujourd'hui, où les volumes sont très largement supérieurs. Mais c'est vraiment que c'est le marché déserté par les opérateurs, que personne ne veut prendre d'initiative et que tous les mouvements se produisent comme on le voit aujourd'hui avec des volumes qui sont relativement moyens. Alors ils sont toujours plus lourds dans la baisse, mais ils sont relativement moyens. On arrive sur cette échéance aussi sur les indices américains avec des ratios de couverture qui battent toutes les statistiques qu'on peut relever depuis 2 ans, avec des ratios de couverture qui sont supérieurs à la moyenne et des opérateurs clairement pessimistes, mais on sent que l'intérêt est en train de se déboucler. Alors, il va être intéressant de voir comment on réagit en début de semaine prochaine, surtout pour voir comment on entame cette nouvelle échéance. Encore une fois, la probabilité de séance baissière plus marquée est toujours très forte. Les mouvements pourraient être de 7 à 12% selon les indices. Au moins, ce sont des schémas et des figures graphiques qui permettent de donner ces amplitudes-là. Maintenant, il peut y avoir des rebonds de court terme toujours, comme c'est le cas dans les bear markets, mais ça donne plutôt la photographie et des structures graphiques d'un schéma qui va être probablement long encore dans ce contexte-là. Oui, tout ça mis bout à bout avec ce gap hebdomadaire de début de semaine, là, vous dites, ça va peser encore longtemps sur le marché. Il fallait le réintégrer, il fallait l'intégrer vite, invalider ces gaps-là, situer là où ils se trouvent avec leur ampleur et le moment de marché et la période. Tout ça est lourd et de signification pénible pour les semaines à venir, probablement. Bon. Encore. Bon, vos commentaires sur la semaine, enfin le moment de marché à ce stade, Jean-Louis, et puis c'est toujours la question, il y a toujours pas de capitulation, toujours pas de panique. C'est une question. Un abandon. Un abandon, oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai titré hier. Forme d'abandon. Chercher un mot, un abandon. C'est-à-dire que
pas de visibilité. Le manque d'intérêt, c'est ça. Je disais, on ne voyait pas pourquoi, qu'est-ce qui pourrait faire monter les marchés quand ça valait 6005. Et on voyait beaucoup de choses qui pouvaient au contraire les faire baisser. Bon, ben voilà, pour une fois, on va dire, le fondamental a repris la main. Alors, moi je trouve que c'est une échéance extrêmement piégeuse. On était autour de 6005, on se demandait ce qu'on faisait là-haut. Philippe a insisté aussi là-dessus. Et on rebondissait tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, et je disais, attention, si on sort par un des côtés, à la baisse, c'est clair. C'était 6325 pour moi, où je commençais à attaquer. À la hausse, par contre, alors là, comme je ne voyais pas du tout en plus de moteur potentiel, c'était beaucoup plus difficile. Sous 6325, à un moment donné, ça l'a cassé. Et à partir de là, poum, c'est parti comme une balle. Mais comme une balle sans bruit, quoi. C'est-à-dire que, comme un coup de silencieux, le marché, il baissait. Puis un coup, on se réveillait, on se disait, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de... on regardait les volumes, ils étaient misérables dans la journée. Alors, on demande d'ailleurs pourquoi on a un marché continu. Tout le volume, il se fait au fixing. Donc, il se fait avec des blocs, il se fait au fixing, il se fait... Bon. Et du coup, on se retrouve, en effet, 700 points en dessous, pratiquement, avec un environnement qui s'est, oui, dégradé. Mais est-ce qu'il s'est vraiment dégradé? Non. On a simplement acté les directions prises par les banques centrales. Cette fois-ci, c'est annoncé. Et on nous fait miroiter un outil magique pour éviter la fragmentation. Alors l'idée, c'est de se dire, bah, ils ont réussi à chaque fois. Alors prions bien fort que ça puisse encore fonctionner. Bon, sauf que là, c'est vrai, il y a des doutes qui s'installent de plus en plus. Donc je disais que c'est une échéance où on pouvait finir un peu pendu. Parce que, justement, alors là, tu le dis en disant, enfin, tu nous le racontes en disant que les clients particuliers sont plutôt acheteurs. Et on ne l'a pas raconté encore. Ah, donc, non, bah non. Alors on en parlait avant, mais bon. Mais on en parlait avant l'émission, Ouais. mais oui. Alors, ok. Mais on le sait, puisque quand on regarde les statistiques, on voit notamment les positions. On a des ouvertes. mesures, non mais allons-y Romain, expliquons. On a des mesures qui montrent effectivement que les particuliers... Estimation. Oui, il y a certains sites sont qui longs. publient la position ouverte, en tout cas le pourcentage de clients acheteurs ou vendeurs. Et ce pourcentage, il est fréquemment vendeur. Et là, il est passé acheteur très, très nettement depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Et ça, effectivement, c'est un critère qui est assez connu quand on est dans le doute, qui malheureusement fonctionne un peu à l'envers. C'est-à-dire que le marché ayant consolidé pas mal, vous pouvez y voir des points d'entrée, d'autant plus qu'il y a eu ce faux rebond, cette tentative de rebond. Faux, oui et non, il y a 10%, mais qui a été invalidé et donc qui est très, très piégeux. Et une fois que ce rebond est entamé, c'est un marché qui est plus simple. En plus, c'est un marché qu'on a connu, le marché haussier, pendant 2 ans, pour surtout des nouveaux entrants. Donc, c'était une date qui mesure pas mal les choses et qui, malheureusement, s'avère être souvent vrai. Il y a même certains fonds qui travaillent sur cette lecture de la position ouverte du retail. Et voilà, donc... alors, en fait, ce sont des estimations. Hein. Oui. Et c'est souvent sur des CFD. Mais on dit, si vous voulez, qu'au-delà de 70% de positions acheteuses ou vendeuses, le marché a toujours tort. Il y a un excès. Oui, d'accord. Voilà, le marché... Et ça devient un indicateur contrariant. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc au-delà de 75, là on est à 75. Bon, c'est un peu... l'idée, c'est que le marché ne peut pas trop rebondir. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à 85-90, il commence à avoir raison. Donc il y a un moment où l'excès aussi, il faut pas paniquer. Et, bon. et voilà. Au-delà de 65-70%, il y a un consensus qui se forme. Et souvent, malheureusement, c'est que c'est trop tôt et que le marché... voilà. Et ça, c'est quelque chose, une proportion qu'on voit rarement dans ce cas. Oui, je comprends. Malheureusement, ça se joue aussi. C'est pas le seul critère, évidemment, pour la lecture d'un marché baissier. Alors après, pourquoi le marché n'a pas fait de bruit et il a baissé en crabe au départ, beaucoup, hein, parce qu'on avait des rebonds. Parfois, c'était 50 points de rebond en 10 minutes. Ce matin encore, on a fait du mouvement. Cet après-midi, on fait des 1, 2, 3% en 1 heure. Parce qu'il n'y a rien dans le carnet. Il n'y a rien. C'est vraiment un problème. Là, vous n'avez aucune conviction fondamentale. Vous avez des acteurs de la gestion qui sont parfaitement conscients des risques depuis longtemps. Et c'est pour ça que toute la hausse, d'ailleurs, s'est construite avec une volatilité implicite qui était très élevée, alors qu'elle aurait dû baisser. Ouais. Et en fait, on n'a jamais eu de complaisance. Non. Et comme il n'y a jamais eu de complaisance, c'est pour ça qu'on est monté, parce qu'il y en a qui étaient un peu pris dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils disaient...
Il va falloir que je paye à un moment donné parce que C'était je le peux pas pain trade, rester. quoi, le trade douloureux à suivre Bah, je peux pour pas ceux qui rester hors n'étaient pas marché. dedans. Ouais, C'est pour ça qu'on baisse aussi doucement. Et là, dans l'autre sens, comme ils ont été quand même D'accord. globalement prudents, D'accord. ils sont pas non plus pris à la gorge. Mais le fait que la vol explose pas. Et c'est pour ça que la vol reste autour de 26. Au plus bas, quand on s'est calmé à un moment donné, on était tombé à 20. C'était énorme, 20. Normalement, ça aurait pu retomber à 12, par exemple. Pourquoi pas? Mais tout ça, ce sont des phénomènes très importants à observer. C'est-à-dire, comment se font les mouvements de marché? Et là, la volatilité implicite envoie un message très fort. La volatilité implicite, c'est ce à quoi on s'attend éventuellement. Donc, si vous voulez, tant qu'on reste dans ce qui est attendu, le marché n'est pas pris à contre-pied, si on peut résumer les choses comme ça. D'accord. Mais ça nous dit quelque chose de la probabilité du sens du marché? Non. D'accord. Jusqu'à Mais voilà, le CAC à 5009, le marché n'est pas surpris voilà. de se retrouver là aujourd'hui. 5880, mais... Oui, Alors, 5880, ouais. d'accord. Et après, ça peut renseigner sur des vitesses potentielles, les effets dominos. Et vous voyez, il n'y en a pas eu. On ouvrait souvent avec des gars, puis ça bougeait pas. Ouais. Puis après, boum, boum. Philippe, votre bilan de l'échéance? Bon, je pense que sur les actions, on a à peu près tout dit. Alors, ce matin, je regardais là, à 11h30, on était à 750 millions échangés, donc je me suis dit, bon, ça continue. Hein. Sur le CAC? Sur le CAC, il n'y a plus rien. Ouais. Donc je ne sais pas comment interpréter ça. Le marché qui a effectivement pas l'air de paniquer, il n'y a pas d'envolée lyrique du côté des indicateurs de velade, de stress. Et en fait, effectivement, personne ne fait rien. Alors qu'on a une panique totale du côté de l'obligataire, c'est quand même le crack, le crack des, je sais pas, du siècle, enfin en tout cas pas du 21e siècle, je parle du siècle écoulé. Enfin, des 100 dernières années, quoi. Voilà. Là, rien que sur l'obligataire, on a détruit l'équivalent de 10 000 milliards de richesses. C'est le double des pertes lors de la crise des subprimes. The Great Financial Crisis, 5 000 milliards, et là, on en est à 10 000 milliards. C'est juste hallucinant. Donc, c'est très calme sur les actions. Du côté des cryptos, on est à 1600 milliards de valeurs détruites, dont 1100 milliards sur les 3 derniers mois. Ouais. Voilà. C'est là aussi la plus phénoménale destruction de valeurs de l'histoire des cryptos. Bon, oui, la jeune histoire des cryptos, voilà, d'accord. Mais ici, en 3 mois, quand même, c'est spectaculaire. 2012-2022, voilà. Ouais. Et là, on a en fait, je peux même vous dire, j'ai fait le calcul, on a là, sur cette correction, l'équivalent de la destruction des 2 précédentes vagues majeures de destruction sur les cryptos, c'est-à-dire 2018 et puis à nouveau 2019. Voilà, c'est une vague beaucoup plus meurtrière entre guillemets que les précédentes, quoi. Plus de pertes que le cumul des pertes de 2018 et 2019. Bon, voilà. Alors vous avez bien sûr des gens qui vous disent à 14 200 cryptos, il y a peut-être un moment où on va faire tomber le bois mort. Et effectivement, entre les projets sans intérêt ou farfelus, il y en a certainement qui vont disparaître. C'est un moment fondateur là pour l'écosystème. C'est un peu fondateur, mais c'est surtout un moment, d'un seul coup, les masques tombent un peu, puisqu'on a attiré beaucoup de monde sur des stablecoins, même sur de l'Ethereum, en vous offrant des rémunérations pour du portage. Mais d'où sort l'argent ? Quand on parle des frais de gaz sur l'Ethereum, très bien, bon, Poutine a coupé le gaz, ah non, pardon, c'est pas le même sujet, mais ça coûte très cher depuis très longtemps. Et qui paye ça ? Qui paye? D'où sort l'argent? Il y a de généreux mécènes, je sais pas, les frères Winklevoss, je sais pas, qui met de l'argent pour attirer des gens, les rémunérer. Alors les influenceurs, pareil, ils ont des tickets de 50, 100 000, 200 000 dollars. D'où vient l'argent? Il y a quand même quelqu'un quelque part qui alimente cette mécanique. Qu'est-ce qui sera différent demain dans l'écosystème crypto? Si cette crise crypto est vraiment un moment fondateur, avec des caractéristiques, une profondeur peut-être différente des mouvements de correction précédents. Il y a la question de confiance qui se pose visiblement ici et là auprès des grandes plateformes. Qu'est-ce qui va changer dans l'écosystème crypto? Il ne va pas disparaître l'écosystème crypto, mais qu'est-ce qui va changer là à partir d'aujourd'hui? Je ne sais pas si... mon interprétation n'est peut-être pas la bonne, hein, je ne tiens vraiment pas la vérité. Ce que je dis, c'est que dans une crypto, dans un projet, Ethereum, Solana et quelques autres,
c'est la matière grise de ceux qui participent à ce projet. Je me dis que ces gens-là, ils sont pas mariés, hein, ni avec Ether, ni avec le Sol, ni avec Cardano. Ces gens-là, demain, on pourrait les retrouver, pourquoi pas, dans une grande institution financière, payée très correctement. Et puis, ben voilà, comme il n'y a pas de valeur fondamentale derrière les 14 200 cryptos, alors, bien sûr, je fais hurler tous ceux qui disent que le Bitcoin, c'est 21 millions et que voilà, c'est une offre unique, etc. Et qu'il y a tout un développement et une réputation bon, soit, d'accord. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le Bitcoin si ce n'est effectivement une réputation et une confiance. Alors là, on arrive effectivement à un moment crucial. MicroStrategy détient 130 000 jetons Bitcoin. Et ils ont emprunté pratiquement 100% pour les acheter. Oui. 3,5 milliards. Bon. Ils ont un prix de revient moyen. 30 000 Non plus. Ils disaient 23, mais on n'en sait rien. C'est peut-être 30. Donc à quel moment ils vont sauter ? Et le jour où ils sautent... Ils l'ont dit, à partir de 21 000, les appels de marge arrivent. Je crois que c'est le Chief Financial Officer qui disait il y a un mois lors des publications de résultats. A priori, ils peuvent tolérer la douleur jusqu'à 20 000, je ne sais pas. Voilà. Peut-être qu'ils avaient calculé d'ailleurs par rapport au précédent sommet 19 000. Bon. Mais si d'un seul coup MicroStrategy se crache, mais vous voyez un petit peu l'effet domino que ça va avoir. Donc le Bitcoin, cette déferlante de 130 000 jetons avec pas d'acheteurs en face. Donc on essaye aujourd'hui d'estimer c'est quoi l'objectif. C'est 12 000, 13 000 sur le Bitcoin, c'est 600 sur l'Ether. Enfin, après ça va impacter bien sûr les stablecoins. Avec là, ça va être un pataquès. Donc pour vous, le risque, c'est que le château de cartes n'est pas terminé de s'effondrer. Je dis que là, on est dans une correction telle assez classique comme on en a connu déjà 2 majeurs, enfin depuis 2018, et là on risque d'avoir quelque chose qu'on n'a pas connu, c'est-à-dire que là on a un très très gros secteur qui est obligé de vendre à tout prix. Elon Musk, je ne sais pas à combien il les a ces bitcoins, mais il y a peut-être un moment aussi où il va falloir qu'il prenne des décisions. Enfin là, ça peut être d'un seul coup le château de cartes qui s'effondre, et c'est pas seulement une bulle spéculative qui se dégonfle. C'est bien la preuve qu'on n'a jamais autant parlé des cryptos dans cette émission. Non, mais c'est vrai. Donc non, mais le risque aussi, le risque, c'est la fuite des cerveaux. Il se passe quelque chose. Voilà. Et le vrai risque, c'est qu'après cette correction, c'est la fuite des cerveaux de gens qu'on ne pourra plus rémunérer et qui iront se vendre, je ne sais pas, pourquoi pas à la banque centrale européenne ou autre. Oui, on verra. On attendra de voir quand même. Mais bon. Après cette parenthèse, alors je ne sais pas si ça vous a envie de réagir. Oui, il y a des éléments intéressants. Et il y a le fait que, oui, ça ressemble effectivement à un fonctionnement d'une bulle classique et que c'était le Far West, ce que tu décris. Et le fait qu'il y a un moment où il y a un écosystème qui n'est pas sain, trop nombreux, trop d'acteurs, pas de régulation. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'en ressorte pas quelque chose de positif, comme au Far West, à un moment, et que ça se soit purgé, nettoyé. Donc, quand, comment, ça je ne sais pas le dire, mais ça rappelle effectivement ce qui se passait avec la bulle Internet, où on avait des sociétés qui étaient introduites en bourse, qui n'avaient pas 9 mois d'existence, pas de bilan, et qui arrivaient, qui étaient cotées. Vous les retrouverez, 9 mois d'existence et une introduction en bourse, ça vous rappellera quelque chose, et qui ont fait faillite après avoir pris 800%. Enfin, donc des choses pas raisonnables, pas mesurables, mais qui ont fini par à chaque fois déboucher. on dit c'est différent. Et ce sera probablement différent, et il y aura probablement des success stories, mais probablement une régulation, la création de supports plus stables. Ce qu'il faut dire aussi et rappeler, c'est que c'est devenu un marché de professionnels, parce qu'il s'est passé sur les crypto-monnaies, en termes de volatilité, des amplitudes de marché qui ont représenté en quelques jours, quelques semaines, des années entières de vie sur les marchés indiciels classiques. Donc, tous les professionnels de marché, des ingénieurs notamment, qui étaient payés en salle de marché institutionnelle pour créer des algorithmes, se sont dit, mais si moi j'utilise une partie de mes bonus et que je branche les algorithmes que je mets sur les marchés actions ou indiciels classiques, j'ai en quelques jours des résultats qui sont équivalents à plusieurs mois ou années de travail sur des marchés indiciels. Donc, il y a des professionnels qui utilisent ce marché et la baisse pour gagner de l'argent aussi. Donc, les premiers cracks étaient liés à la méconnaissance, de la méfiance des changements. Là, il y a du professionnel aussi, et il y a de la spéculation baissière qui intervient
très probablement là-dedans. Et il n'y a pas que de la perte de valeur. Il y a des gens qui en ont gagné. C'est un aussi. marché qui s'est professionnalisé. Il y a aussi des gens qui en ont gagné, probablement. La tentation de faire craquer MicroStrategy, si effectivement il se crée une sorte de Robin Hood pour aller semer la panique chez MicroStrategy et peut-être chez Elon Musk, voilà, ça peut être une tentation. Hein. Moi, je vais donner un conseil de trader précis. Oui. Quand on a comme cela un effondrement d'un marché, D'un actif, oui. d'un actif, ou de plusieurs, parce que là, c'est des cryptos, mais peut-être demain, on dira, tiens, le CAC 40, il est... Il faut faire des grands choix, dire, voilà, qu'est-ce que j'ai acheté comme crypto, par exemple. Parce que quand ça s'effondre, les bonnes s'effondrent moins et les mauvaises s'effondrent davantage, voire disparaissent. Il ne faut pas essayer de se refaire sur celle peut-être qu'on a achetée et qui est mauvaise. Et si on y croit à ce secteur des crypto-monnaies, il faut se dire, bon, j'avais une saloperie là, alors si c'est Terra Luna c'est trop tard, mais j'en avais une qui a l'air de ne pas vouloir y aller, de toute façon la fois dernière où tout s'est envolé, elle n'y est pas allée non plus, et puis là elle a perdu, elle a divisé par 2, par 3, par 4, mais même si elle a divisé par 4, il vaut mieux s'en débarrasser et acheter peut-être celle dans laquelle il y a de l'avenir, comme peut-être le Bitcoin. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste pour donner des recommandations là-dessus. Non, mais c'est une méthode, c'est une manière de faire. C'est une manière de procéder. Une réflexion, on fait pareil en bourse. une logique on fait pareil. à avoir. Oui, bien Fight sûr. to quality à ce moment-là. Il faut aller vers des choses qui se sont effondrées et qui sont des belles valeurs, par exemple. Voilà. Ouais. Très clair. Revenons alors peut-être sur nos marchés plus traditionnels. L'idée du bear market, effectivement. Alors, je monte pas trop là-dessus, je veux pas mettre trop d'emphase là-dessus, parce que bon, c'est un consensus de marché, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à moins 15 ou à moins 20, on est déjà dans une logique de marché baissier, mais il y a quand même un peu d'historique de ce point de vue-là, et puis c'est vrai que bon, ça crée peut-être aussi des comportements ou des mécanismes un peu différents chez les opérateurs. Effectivement, alors voilà, de s'arrêter un pourcentage, c'est pas nécessairement utile. L'idée, c'est de comprendre un peu ce qu'il en est. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on considère qu'il y en a eu, enfin on considère pas, si on mesure à partir de 20% de baisse un bear market, on note qu'il y en a eu 11, qu'on vivrait en ce moment le 12e bear market. Donc c'est relativement fréquent dans l'histoire des marchés. Ça, c'est une première chose à savoir. Les extrêmes, c'est 56% de baisse, à noter aussi. Leur durée moyenne, c'est 388 jours. Alors, il y a des bear markets qui ont duré une centaine de jours et d'autres plus de 2000. Donc, on exclut le bear market de mars 2020. Enfin, ça, j'imagine que c'était pas un vrai bear market. Il a été considéré comme en partie. D'accord. Il fait partie de cela. Quelques semaines. Quelques semaines. Voilà. Et le temps d'une autre de celui qu'on vit en ce moment, qui aurait commencé le 3 janvier, c'est 166 jours à ce soir. Aujourd'hui, sur une durée moyenne donc de 388. 388. Alors, en partant point haut du 3 janvier. Et pour tous les autres aussi. Le temps de recovery moyen, il est de 879 jours avant de former un nouveau plus haut. Ah, ça fait avant long, de former un nouveau. C'est ça. Et c'est ça que je voulais mettre en 3 ans et demi. Voilà. Alors, c'est une moyenne, c'est pour dire que tout ça peut être long. En fait, c'est ça qui est plutôt intéressant de se dire, et que ça a été toujours créateur d'opportunités, et qu'ensuite, on a vu systématiquement, dans tous ces mouvements-là, de nouveaux plus hauts par la suite. Donc, il va y avoir aussi, et c'est pour donner des éléments un peu plus optimistes dans ce contexte-là, voilà, le fait qu'on est déjà pas mal avancé dans ce bear market, dans ce marché, et que dans ce mouvement, et que c'est la patience qu'il faut mettre en avant, et donc de ne pas se précipiter, à essayer de trouver le point bas, d'essayer d'accompagner, d'attendre, de voir quelque chose de solide, une structure importante. Et il est clair que les configurations graphiques qu'on constate et qu'on voit ce soir sur la plupart des grands indices ne sont pas très, très, très engageantes. Donc, de pas hésiter à prendre du temps, d'avoir du cash comme on le proposait, et d'essayer de trouver des actifs qui vont permettre de faire le dos rond au moins dans le cas de figure. C'est quoi les repères qu'il faut avoir en tête, là, les repères techniques à ce stade Quand vous avez des marchés qui ont pris de la vitesse à la baisse, on s'éloigne très très vite du niveau à partir duquel on pourrait commencer à neutraliser la situation. Alors, moi, si vous voulez, à l'époque, j'avais pris 6325, qui était super agressif, et c'était important pour moi d'agir très vite à ce moment-là. Là, on peut très bien rebondir 200-300 points, c'est pas ça ça sera une reprise technique dans un premier temps. Donc, il faut une petite dérive horizontale, il faut quelque chose, il faut voir. C'est pas une question de niveau, c'est ça sert à rien. Comportement du marché. Moi, j'ai laissé ce que je dis depuis quelque temps, c'était 6325 encore, pour repartir dans l'autre sens, etc. Pareil. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoutez, achetez des calls.
ils sont pas trop chers. On était tombé à 20 de vol. Et je dis, de toute façon, la vol, elle est appelée à rester forte. Donc, prenez un call et servez-vous de lui comme un stop, voilà, pour vous protéger. Et comme ça, il n'y aura pas de... Contre le risque de hausse, quoi. Voilà, contre le risque de hausse pour rejouer la baisse. Là, sinon, c'est vrai, où est-ce qu'on peut aller ? De toute façon, tant qu'on n'aura pas le fameux outil miracle, tant qu'on n'aura pas, je sais pas moi, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut acheter comme valeur ? Ça donne envie d'acheter. Il y a des valeurs qui ont des PER, qui sont redevenues intéressants, etc. Mais si on achète maintenant, c'est pas du tout dans l'esprit de l'époque où on achetait à 6005 en faisant du scalp. Non, si on achète là, on prend un risque, peut-être que le marché dévisse. Ouais. Donc il faut se dire, ce que je vais acheter maintenant, il faut... Je suis solide et je suis confiant Voilà, dessus. Quoi. Je suis confiant, mais c'est surtout, je me prépare à le garder. Je pense que c'est un bon investissement. Peut-être qu'il faut privilégier les valeurs à fort rendement, etc. Et les valeurs... Il faut être une main forte, quoi. Où je vous invite à regarder ce que font les dirigeants d'entreprises qui sont obligés de dire ce qu'ils font auprès de l'AMF. Donc sur le site de l'AMF, c'est très bien fait. C'est PEA, AMF, je sais pas quoi. Et vous regardez et vous avez tous les achats de dirigeants. Ça veut pas ça dit pas que c'est le cas. C'est pas parce qu'ils achètent que... C'est pas une règle automatique. Il y a des valeurs, je peux vous en citer une, Vika, où il y a eu beaucoup d'achats, par exemple, de dirigeants. Je me dis, c'est peut-être pas le point bas, mais on est sur un niveau support. Si le dirigeant a confiance, ça me donne une indication. Oui, bien sûr. Et je vais la mettre dans la colonne des valeurs que peut-être j'achèterai si ça rebaisse encore de 20%, je ne sais pas. C'est ça, c'est un indice supplémentaire qui permet de se forger sa conviction. Mais regardez, c'est intéressant. Sur la valeur d'un dossier. Oui, Romain ? Oui, difficile de trouver des valeurs fortes en ce moment, effectivement. Si on veut des repères techniques, on peut le regarder du côté des options, en tout cas des prémices, des intérêts en place sur le CAC 40 pour l'échéance de juillet. On a une zone forte, 5007, 5009 en bas, qu'il ne faut pas rompre. Ça, c'est un risque d'accélération fort avec 5003 autour en mire. Il y a un pivot qui se situe autour de 6100. Et les intérêts au-dessus, ils ont l'air de bloquer à 6005, 6007. On retrouve exactement les niveaux à partir desquels les vendeurs ont pris la main. Et c'est ça qu'on peut avoir comme repère large dans ce contexte. Philippe, si vous voulez commenter, réagir. Oui, je vais rebondir sur les niveaux. Bon, déjà, alors l'Eurostoxx, intéressant. Exactement 50% de retracement de la hausse 2004, 4004. Voilà, il est à 4000, il est à 3004. Donc il est exactement au milieu. Si le CAC 40, par malheur, devait imiter l'Eurostoxx, il serait donc mécaniquement un petit peu au-dessus de 5006. Voilà, donc 6% plus bas. Bon, rien de très très effrayant. Ce qui est plus effrayant pour un gérant qui a une structure classique, 60-40 ou 40-60, obligataire action, c'est que là, sur les obligations, il fait moins 20 depuis le 1er janvier. Alors, s'il se mettait en plus de ça à dégager les actions, sachant qu'il n'y a pas de liquidité, qu'il n'y a pas de porte de sortie, je dois dire que là, c'est très angoissant ce qu'on vit. J'ai peut-être une image pour illustrer ça. J'ai l'impression que là, on est un peu sur le Titanic. Et puis alors, en face de nous... bien. Voilà, mais là, c'est un Titanic de dette. Notre économie n'est basée que sur la dette depuis 2009. C'est un Titanic de dette. Et on a doublé ce qu'on avait mis sur le pont entre mars 2020 et janvier 2022. Donc... à ma droite, j'ai l'iceberg de l'inflation. À ma gauche, j'ai le récif de la récession. Droit devant, j'ai un champ de mine. C'est les entreprises qui vont réduire évidemment leurs prévisions de bénéfices. Et si jamais je voulais faire marche arrière, derrière, j'ai un sous-marin avec 2 torpilles armées. Et là, c'est de nouveau la question des taux. Donc... et quand vous montez sur le pont, vous voyez qu'il n'y a pas de canot de sauvetage. Donc, quelque part, c'est même pas la peine de courir sur le pont. Mais j'aime bien, parce que cette image, elle montre quand même qu'on n'est pas loin de la désespérance totale, de la déprime, de l'abandon. Non, mais ce que je vous dis, c'est que là, en plus de ça, quand on voit les périls qui cernent aux 4 points cardinaux le marché, en plus de ça, vous arrivez sur le pont supérieur, il n'y a pas de canot de sauvetage, puisque l'obligataire, il est déjà par le fond. De l'autre côté du bateau, il y avait des cryptos, elles sont aussi par le fond. Où est-ce qu'on met son argent ? Du coup, j'ai l'impression que les gens sortent pas. Mais là, où mon sous-marin avec ses 2 torpilles arrive, c'est le krach obligataire lié à l'immobilier. C'est-à-dire que là, on a pour l'instant la bulle immobilière aux États-Unis, avec des maisons à 500 000 $ de prix médian. La charge des remboursements est passée en 6 mois, donc du 1er janvier à aujourd'hui, elle est passée de 300 points, ou 305 pour être très précis, à 625. Donc, pour l'emprunteur qui refinance son truc, c'est carrément même pas tenable. Et là, les prix
de l'immobilier n'ont pas encore commencé à chuter. Et d'ailleurs, quand ça va commencer à chuter et que les gens ne peuvent pas rembourser, on va vers une crise, non pas des subprimes, mais une crise de solvabilité numéro 2. Donc je vous dis, on a le sous-marin derrière avec les deux torpilles, la baisse des prix de l'immobilier et les gens qui ne peuvent pas rembourser. Voilà, donc je vous dis, pour l'instant, les actions sont cernées de toutes parts et pour l'instant, le Titanic est toujours à flot. Et donc, il n'y a aucune bonne nouvelle à l'horizon. Enfin, quand on réfléchit un peu à d'où pourraient venir des nouvelles qui changeraient justement peut-être l'état d'esprit des marchés, des investisseurs. Alors, j'ai extrêmement Parce que le prix ne suffit pas à changer l'état d'esprit, là. Moi, j'ai extrêmement hâte. Attention, le microfilm. Oui. J'ai extrêmement hâte que Christine Lagarde ne présente pas son outil magique pour éviter. Mais non, mais j'ai hâte qu'elle ne le présente pas. Ah, parce que ce serait une bonne nouvelle, parce que le jour où elle va le présenter, le marché, s'il est de mauvaise humeur, il va dire ça va jamais marcher. Elle va faire quoi elle va shorter les boons pour acheter des BTP italiens. C'est la rumeur d'avant-hier, ça. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas une rumeur. Non, oui. Non, mais le patron de la Banque centrale d'Italie, il dit il faut réduire le spread à 150 points. Oui. Comment on fait? Il est italien, donc oui, bien sûr. Mais non. c'est mais tout le monde est à peu près d'accord. Hein. En théorie, un spread 150. Donc vous dites qu'il y a un gros risque de déception là sur la promesse délivrée par la BCE cette semaine. Ah oui, il faut vraiment qu'il tarde le plus possible à le dire pour pas donner au marché une nouvelle raison de challenger la Banque centrale en disant mais montrez-nous que ça fonctionne quoi. Ça a eu marché en 2012. Oui, en 2012, on pouvait baisser les taux et on pouvait ouvrir le robinet de liquidité. C'était plus on facile. l'avait déjà grand ouvert. Non, mais c'était plus facile. Mais enfin, on n'avait pas atteint les proportions. Et puis maintenant, on a compris une chose, c'est que si on rouvre le robinet, l'inflation, on la met à combien? Elle sera à 11 en Angleterre au mois d'octobre. On va la mettre à combien? C'était plus simple. Je dis pas que c'était plus facile, mais c'était plus simple à gérer en 2012. Oui. Il n'y avait qu'un sujet, qu'un problème à régler. Et puis il n'y avait pas d'inflation. L'immobilier n'était pas encore reparti. Il n'y avait pas de bulle immobilière. Il n'y avait pas encore de bulle boursière. Il n'y avait pas d'inflation. Et on pouvait commencer à rêver à la fameuse MMT. Et ben là, cette MMT, la moderne monetary theory, qui disait qu'on pouvait créer, imprimer de l'argent, nos limites, il n'y aurait jamais d'inflation, elle vient de faire faillite. Ben oui, parce qu'il y a de l'inflation. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que le marché, Philippe, partage tes craintes. Oui. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Tu n'es plus seul, Philippe. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que je définis la situation comme un peu un abandon. Qu'est-ce qu'on fait Et parce qu'en même temps, bien sûr qu'il va y avoir des sociétés qui vont pâtir énormément de la situation, les petites, etc. Mais les LVMH, toutes ces grandes boîtes qui ont quand même des très bonnes visibilités sur leurs activités. Je prends des paris, moi, sur une économie en récession, avec un crack immobilier. Il y a quand même de l'argent. Mais bon, c'est pas évident de faire le pari qu'on va encore beaucoup baisser. Je dis pas que ça va pas être le cas, mais il y a beaucoup d'acteurs. C'est un pari qui devient plus risqué aujourd'hui. Il y a beaucoup il est risqué, oui, c'est toujours risqué, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont, je vous dis, avec beaucoup de liquidités, avec... il y a beaucoup de shorts sur le marché aussi. Vous avez beaucoup de positions sur des valeurs, il y a des shorts. Donc ça, c'est des sur acteurs potentiels. Ils empruntent des titres pour les shorter. Là, c'est pareil, sur les déclarations. Vous voyez, emprunter des emprunts de titres pour shorter des titres. S'ils se font avoir, ça, vous savez, le coût, ça coûte cher d'emprunter et ça coûte cher, c'est de perdre après. Hein. Moi, là, les 3,25 sans risque sur les T-bonds américains, en plus avec un dollar qui est bien orienté, moi je me sens plus confortable qu'à faire le héros sur les actions dont on n'a pas encore révisé à la baisse les perspectives. Donc le CAC 40, je dis, il n'a pas encore commencé à baisser. Et actuellement, on se dit, oui, je ne sais pas où aller. Comme je vous dis, dans le Titanic, il n'y a pas de canot de sauvetage pour l'instant. Mais à un moment, si quand même, là, 3,30, 3,50 sur les taux sans risque américains, ça va finir, effectivement, on va pouvoir réinvestir sur le billet à terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ben oui, ça redevient une alternative. Voilà. Mais quand ça va vraiment redevenir une alternative, ça ne va pas être une bonne nouvelle. Ça va pas du tout être une bonne nouvelle pour les actions. Total Energy, c'est du 6% pratiquement aussi de rendement. Oui, Score aussi. Et c'est effectivement sur
qu'il y a des acteurs qui savent où aller, puisque ce qu'on constate depuis février dernier, c'est que la position ouverte nette baissière augmente. Donc la position déclarée sur les 250 valeurs qu'on peut vendre à découvert à la Bourse de Paris a augmenté. Il y en avait 80 au mois de février. Il y en a près de 80, près de 100 maintenant, 98. Donc des nouvelles valeurs et dont plus d'une dizaine le mois dernier. Donc il y a des acteurs qui ont l'air de penser que la baisse n'est pas terminée et ils prennent ce risque-là et ils l'accentuent. Ils l'ont accentué sur CGG un petit peu. Ils l'ont diminué sur Orpea depuis un mois. Elle diminue un petit peu sur Forestia, mais globalement, il y en a quand même plus qui sont vendus à découvert. Donc même à ces niveaux de marché et depuis un mois, ça augmente encore. Donc il y a effectivement ce signe de pression baissière. Alors ce sont effectivement des rachats de short potentiels, mais pour l'instant, c'est eux qui ont la main et ça prouve bien l'inertie qu'il y a dans ce mouvement de baisse. Oui. Oui, mais un vendeur à découvert, c'est à coup sûr quelqu'un qui va se racheter. Un acheteur, lui, il peut attendre ad vitam aeternam. Point final. Voilà. Alors, quand on a dit ça, c'est sûr que pour le mois qui suit, ça ne veut pas dire grand-chose. Les pressions ne seront peut-être pas là, mais à un moment donné, le vendeur, il faut qu'il se rachète. Là, c'est sûr. On a clôturé en baisse. Finalement, oui. Finalement, on clôture en baisse sur le CAC. Légère baisse Sur le CAC 40 cash, on clôture en baisse ce soir, 5882 points. Dans un volume de 7,6 milliards et sur un niveau pivot. C'est un bon volume quand même pour une échéance trimestrielle. C'est un volume, du volume de fin de séance. On tient encore les 5880. Oui, toujours. Ouais. Niveau pivot. Quand même. C'est une idée à travailler pendant le week-end, quoi. Voyons le résultat lundi. Non, mais... Là, ces dernières 48 heures, l'autre fait majeur, c'est que malgré un baril qui s'est maintenu longtemps au-dessus de 120, 124, 120, on a vu les majors aux États-Unis perdre 10-15%. Hier soir... Venant de plus haut historique. Exxon partait d'un plus haut historique. Évidemment. Donc hier soir, elles ont encore repris une grosse claque. Et aujourd'hui, elles en prennent encore une. Et je dois quand même souligner que si le CAC et d'autres indices ont pu se maintenir à flot, c'était quand même grâce à des Total Energy, des ENI. Pourquoi on vend ces valeurs aujourd'hui? C'est quoi? C'est des prises de profit. On se dit que s'il y a une récession, forcément, il y aura... Exactement. S'il y a récession, à un moment, la demande va être contrainte. Et on cherchait des thématiques d'investissement, justement. Quand on a une poche action, puisqu'on voit qu'on ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de volume, on a cherché quelque part où aller. Donc, on a shorté les valeurs de croissance et on a acheté les valeurs énergie. Là, aujourd'hui, les valeurs énergie, je pense qu'elles sont à l'aube d'un retournement. Voilà. Et ça, topiche, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est aussi à surveiller. Oui, le MSCI World Energy, qui était l'indice fort depuis le début de l'année, qui a 36%, je crois, depuis le début de l'année, effectivement, a décroché de 15% dans la semaine. Il y a eu des signaux cette semaine. On l'a évoqué dans le plan de trading lundi, avec deux mauvais signaux, des bougies pas engageantes et un gap hebdomadaire qui montrait une structure en étoile du soir. Graphiquement, c'était pas beau en haut de marché. Après cette accélération haussière, étant un des rares secteurs à vraiment surperformer depuis le début de l'année. Il y a toujours des secteurs en surperformance, mais ils sont de plus en plus maigres. Il y a la banque, il y a la santé. Il y a toujours le CRB, donc le tracker de matières premières à proprement parler. Puis il y a le secteur de l'assurance qui tiennent difficilement et les télécoms, mais ils surperforment en baissant moins que le reste. Ce ne sont pas des mouvements haussiers. Mais si le MSCI World Energy rebaisse alors que c'était le secteur fort du moment, il y a probablement déjà une prise de bénéfices solide. Août 2008, les indices commencent à casser vraiment des supports importants. Bon, ça commençait évidemment à chauffer du côté des subprimes. Mais le vrai coup fatal pour les marchés à l'été 2008, ça a été justement la chute du MSCI énergie. C'est là que les choses ont commencé vraiment, ça commençait vraiment à baisser sur les actions à ce moment-là, parce que la baisse de l'énergie était synonyme de future récession. Sur les devises, l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Ouh là là. On est à 10 de vol implicite. Ouais, nous étions à 5,5. C'est plus pareil. Ouais. En général, si vous voulez, on a souvent une vol implicite qui est la moitié de celle du CAC. Quand on était à 14, on était à 6,7, des choses comme ça. Bon. Et là, on a l'eurodoll qui était plutôt à 7,6, 7,8. Et là, oui, c'est remonté depuis quelques jours. Et puis là, on est à 10 et quelques ce matin. J'ai envie de dire qu'ils ne savent plus à quoi se raccrocher non plus. Parce que oui, on a eu des surprises toute la semaine on sur des banques centrales. Sur un 0, c'est pas vraiment des surprises. On fait 1,0370, 5 minutes plus tard, on est à 1,06. Et puis là, on rebaisse. Bon, alors moi, de toute façon, c'est pas compliqué. J'avais abaissé mon seuil à 1,08.
Donc tant qu'on était sous 1,08, je shortais, Ouais. je shortais. Voilà. Et au-dessus d'un 0,8, je neutralise. Voilà, c'est ça l'idée. Oui. Donc on peut acheter le call strike 1,08, puis vendre en dessous. Et puis voilà. Et de toute façon, on a en une heure des mouvements de parfois 80 pips. C'est énorme. Et là, c'est pareil. Vous avez des marchés hyper techniques. Partout, vous avez des marchés hyper techniques. Sans la conviction, sans la force de conviction, le technique est déjà extrêmement important. Les algos de construction, de gestion de delta, etc., si vous voulez, prennent la main et perturbent la perception que les gens ont des mouvements. Ils s'inquiètent, ils deviennent euphoriques pour rien. Ce sont vraiment des mouvements algorithmiques amplifiés par des phénomènes de construction. On s'arrête là pour ce soir, messieurs. Les trois sorciers seront exceptionnellement off le week-end du 14-15 juillet. En tout cas, moi, je serai off. Donc, il n'y aura pas de réunion des sorciers pour la prochaine échéance. On se retrouvera non pas pour l'échéance du mois d'août, mais pour l'échéance du mois de septembre. Alors, après, messieurs, et lundi pour le plan de trading, bien sûr, Romain, fidèle au poste, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, et Philippe Béchade, les éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous chaque troisième vendredi du mois à 17h.